Ma belle-fille a abandonné son propre bébé sur mon seuil avec un mot. Divertissement pour le vieux désœuvré. 18 ans plus tard, il est un magnate du marketing digital. Aujourd'hui, elle a fait irruption chez moi avec un notaire, exigeant sa part. Mon petit-fils, désormais millionnaire, l'a fixé du regard et a prononcé 3 mots qui l'ont glacé. « Je suis content de t'avoir ici. » Suivez mon histoire jusqu'au bout et dites-moi de quelle ville vous me lisez. Ainsi, je pourrai voir jusqu'où mon récit a voyagé. C'était un mardi matin d'octobre que mon monde s'est effondré pour toujours. J'ai 68 ans aujourd'hui, mais ce jour-là est gravé dans ma mémoire comme si c'était hier. Le son de la sonnette m'a réveillé à 6 heures du matin. Je ne recevais jamais de visite si tôt, alors je me suis levé, curieux. Pensant que c'était peut-être le facteur avec un colis, j'ai ouvert la porte de mon petit appartement dans le quartier modeste où j'avais vécu les 20 dernières années depuis que ma femme, Robert, était décédée. Il n'y avait personne dans le couloir. Le silence était étrange, perturbant. J'ai baissé les yeux, et là, il y avait un panier en osier couvert d'une couverture bleu clair. Mon cœur s'est emballé quand j'ai entendu le doux pleur d'un bébé. Avec des mains tremblantes, j'ai soulevé la couverture. Un nouveau-né ne pouvait pas avoir plus d'une semaine. Il me regardait avec ses petits yeux sombres que j'ai immédiatement reconnus. C'étaient les yeux de mon fils Fernando, les mêmes que j'avais vus en lui quand il est né il y a 45 ans. J'ai pris le panier avec précaution et l'ai porté à l'intérieur, sentant mes jambes fléchir. C'est alors que j'ai vu la note. Elle était pliée sous la couverture, écrite d'une écriture parfaite et pointue que je connaissais très bien. Michel, ma belle-fille, avait écrit ces mots qui me font encore mal quand je m'en souviens. Divertissement pour le vieux désœuvré. Nous n'avons pas le temps d'élever des enfants. Si tu le désires tant, garde-le. J'ai lu cette note 1, 2, 3 fois. Chaque mot était comme un coup de poignard. Je n'arrivais pas à croire la cruauté, la froideur de ces lignes. Mon propre fils et sa femme avaient abandonné leur bébé sur mon seuil, comme un colis indésirable. L'enfant continuait de pleurer dans mes bras pendant que j'essayais de digérer ce qui s'était passé. J'ai couru vers le téléphone et j'ai composé le numéro de Fernando avec des doigts tremblants. Il a sonné plusieurs fois avant qu'il ne réponde d'une voix ensommeillée. « Fernando, mon fils, tu dois venir tout de suite. Ton bébé est ici avec moi. » Il y a eu un long et lourd silence de l'autre côté de la ligne. Quand il a finalement parlé, sa voix était différente, froide, comme s'il parlait à un étranger. « Papa, Michel et moi avons pris notre décision. Nous ne sommes pas prêts à être parents. Tu as toujours dit que tu voulais plus de petits-enfants. Eh bien, en voilà un. Tu es fou? C'est ton fils, Fernando, ton propre sang. C'est notre décision, papa. Ne nous appelle plus pour ça. La ligne a été coupée. Je suis resté là, planté, tenant le téléphone d'une main et le bébé de l'autre, sentant comme si le sol s'était ouvert sous mes pieds. Mon fils, l'enfant que j'avais élevé avec tant d'amour après la mort de sa mère, m'abandonnait avec son propre fils. J'ai rappelé. Cette fois, c'est Michel qui a répondu. « Bernard, Fernando m'a demandé de te parler. Écoute, nous sommes jeunes, nous avons des projets, des carrières à construire. Un bébé ne correspond pas à notre mode de vie pour l'instant. Tu as déjà élevé un enfant, tu sais comment faire. Considère ça comme un cadeau. Un cadeau, Michel, c'est de l'abandon d'enfant. Tu peux aller en prison pour ça. » Son rire fut ce qui me blessa le plus. Un rire froid, calculé. « Qui va croire ça, Bernard? Tout le monde sait que tu es un grand-père célibataire et solitaire qui vit de sa pension. Nous dirons que tu t'es proposé de t'en occuper et que nous avons accepté. Qui pourra prouver le contraire ?» Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Là, j'ai réalisé qu'ils avaient tout planifié. Ce n'était pas une impulsion, pas la panique de jeunes parents, mais un plan calculé pour se débarrasser de leurs responsabilités. Le bébé avait cessé de pleurer et me regardait avec ses yeux immenses. Il avait les cheveux noirs comme Fernando, mais quelque chose dans son expression me rappelait ma défunte femme, Robert. À ce moment-là, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. S'il ne voulait pas de cet enfant, moi,
Je l'aimerais pour eux deux, pour eux trois, pour toute la famille qui l'avait rejeté. Étienne, ai-je murmuré, me souvenant du nom que ma femme avait toujours voulu pour un petit-fils. Tu t'appelleras Étienne et je serai ta famille. Les jours qui ont suivi ont été les plus difficiles de ma vie. J'avais 68 ans. Je vivais avec une pension de 500 € par mois. Et soudain, je devais acheter des couches, du lait infantile, des vêtements de bébé, un lit de bébé. J'ai dépensé toutes mes économies de 600 € au cours des 2 premières semaines. J'ai appelé quelques amis du voisinage pour demander de l'aide. Mais quand je leur ai raconté l'histoire, la plupart ne m'ont pas cru. Tu exagères sûrement, Bernard. Aucun parent ne ferait ça. Leurs mots me blessaient autant que l'abandon lui-même. Une semaine plus tard, Fernando est apparu à ma porte. Pendant un instant, mon cœur s'est rempli d'espoir. J'ai cru qu'il était venu chercher son fils, s'excuser, agir comme l'homme que j'avais élevé. « Papa, il faut que tu comprennes quelque chose », a-t-il dit sans même regarder là où Étienne dormait sur mon canapé. Michel et moi avons décidé de déménager en Californie. J'ai une opportunité de travail là-bas. Nous ne voulons pas que quiconque soit au courant de cela. C'est ton fils, Fernando. C'est une erreur que nous avons commise, papa. Michel n'a que 20 ans. J'en ai 22. Nous ne pouvons pas gâcher nos vies pour un accident. Alors, laisse-moi t'aider à l'élever. Nous pouvons le faire ensemble, comme une famille. Fernando a secoué la tête en évitant mon regard. Non, papa. Michel dit que c'est mieux comme ça, net, sans complications. Si tu le veux vraiment, garde-le. Mais n'attends rien de nous. Ni argent, ni visite, ni appel. Rien. Il est parti cet après-midi-là, sans dire au revoir à Étienne, sans le prendre dans ses bras, sans le regarder, sans même le toucher. Ce fut la dernière fois que je vis mon fils pendant 18 ans. Les semaines suivantes furent un enfer de solitude et de désespoir. Étienne pleurait beaucoup la nuit, et je ne savais pas si c'était de faim, de douleur, ou s'il ressentait d'une manière ou d'une autre qu'il avait été abandonné. Moi aussi je pleurais, mais en silence, après qu'il se soit endormi. J'ai dû chercher un travail supplémentaire pour pouvoir subvenir à ses besoins. Ma pension n'était pas suffisante. J'ai trouvé du travail comme couturier dans une petite boutique du quartier, travaillant l'après-midi pendant qu'Étienne dormait. La propriétaire, Madame Carmen, me permettait de l'emmener avec moi quand c'était nécessaire. « Ce petit a de la chance de t'avoir », me disait Madame Carmen pendant que je cousais des robes et réparais des pantalons. N'importe quel grand-père ne ferait pas ce que tu fais. Mais je ne me sentais ni courageux, ni noble. Je me sentais brisé, trahi par mon propre fils. Le soir, après avoir couché Étienne, je m'asseyais à ma vieille machine à coudre Singer, et je travaillais très tard à faire des retouches pour gagner un peu plus d'argent. Le son rythmique de la machine était devenu ma compagnie, ma thérapie. Une nuit, alors qu'Étienne avait 3 mois, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Michel. « Bernard, j'espère que tu vas bien. Je voulais juste te prévenir que Fernando et moi nous sommes mariés le mois dernier à Las Vegas. C'était une petite cérémonie, intime. J'ai pensé que tu devrais le savoir. Mon cœur s'est brisé un peu plus. Mon fils s'était marié et il ne m'avait même pas invité, ni même prévenu. Et Étienne, vous ne voulez pas connaître votre fils ? Bernard, nous en avons déjà parlé. Cette partie de nos vies est derrière nous. Nous avons des projets, des rêves. Fernando postule pour un master en administration des affaires. Moi, je vais étudier le design d'intérieur. Un enfant ne cadre pas dans nos plans actuellement. Et quand est-ce qu'il cadrera, Michel ? Quand il aura 5 ans, 10 ans, jamais ? Bernard, tu dois comprendre que c'est définitif. Nous ne changerons pas d'avis. Fais ce que tu veux avec l'enfant, mais n'attends rien de nous. Cet appel fut pire que l'abandon initial. C'était la confirmation qu'ils avaient décidé d'effacer Étienne de leur vie pour toujours. Cette nuit-là, en regardant le bébé dormir dans le lit de bébé que j'avais acheté dans un magasin d'occasion, j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'ai rangé la note originale de Michel dans une boîte avec toutes les autres preuves de ce qui s'était passé. Les dates
les reçus des frais médicaux que j'avais payés moi-même, les photos de l'abandon. Je ne savais pas pourquoi je le faisais, mais quelque chose me disait qu'un jour, ces preuves seraient importantes. Le lendemain, je suis allé voir un avocat du quartier et j'ai posé des questions sur l'adoption. Il m'a dit que, puisque les parents avaient abandonné l'enfant, je pourrais entamer les procédures, mais que j'aurais besoin d'argent, ce que je n'avais pas. Monsieur Bernard, m'a dit l'avocat, ce qui vous est arrivé est terrible, mais légalement c'est compliqué. S'ils disent que vous vous êtes offert à prendre soin de l'enfant, il sera difficile de prouver l'abandon. Je suis sorti de ce bureau en me sentant plus seul que jamais. Mais quand je suis rentré à la maison et que j'ai vu Étienne me sourire pour la première fois, j'ai su que cela en valait la peine. Cet enfant m'avait redonné un but, une raison de me lever chaque matin. Quoi qu'il arrive, mon petit, lui ai-je murmuré en le nourrissant, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne savais pas alors que ces mots deviendraient la promesse la plus importante de ma vie, ni que 18 ans plus tard, Michel reviendrait avec un sourire aux lèvres et des documents légaux en main, cherchant à réclamer l'enfant qu'elle avait jeté comme un déchet. Les premières années passées à élever Étienne furent les plus dures de ma vie, mais aussi les plus remplies d'amour que j'ai connues depuis la mort de Robert. Chaque jour était une bataille contre la pauvreté, la solitude et la douleur d'avoir été abandonné par mon propre fils. Quand Étienne a eu 1 an, j'avais dépensé toutes mes économies. La pension de 500 € par mois ne suffisait pas pour le loyer de 800 €, la nourriture, les couches, les vêtements dont l'enfant avait besoin tous les quelques mois parce qu'il grandissait très vite. J'ai dû chercher encore plus de travail. J'ai trouvé un emploi de femme de ménage dans des bureaux, la nuit. Après avoir couché Esteban à 20 heures, je partais pour le centre-ville avec mon uniforme et je travaillais jusqu'à 3 heures du matin. Je rentrais épuisé, dormais 3 heures et me levais à 6 heures pour préparer le petit déjeuner d'Esteban et l'emmener chez Madame Rosa, l'assistante maternelle bon marché du quartier. Madame Rosa, qui gardait 5 enfants chez elle, me prenait 100 $ par semaine. C'était beaucoup d'argent pour moi, mais c'était la seule chose que je pouvais me permettre. Les bonnes crèches coûtaient 300 $ par semaine. Un luxe impossible pour une femme de 68 ans qui élevait seule son petit-fils. « Maria, cet enfant est un ange », me disait Madame Rosa chaque après-midi quand j'allais chercher Esteban. « Il ne pleure jamais, ne pose jamais de problème. C'est comme s'il comprenait que la vie avait été difficile pour lui. » Et c'était vrai. Esteban était un enfant extraordinairement calme. Quand d'autres enfants pleurèrent leurs parents, lui, il se serrait simplement plus fort contre moi. C'était comme s'il était né en comprenant que j'étais tout ce qu'il avait dans ce monde, et qu'il était aussi tout ce que j'avais. Les nuits étaient les plus difficiles. Après avoir travaillé dans les bureaux, je rentrais à la maison, les mains rougies par le chlore, le dos endolori d'avoir récuré des sols pendant des heures. Et je trouvais Esteban endormi dans son petit lit. Je m'asseyais sur la chaise à côté de lui et le regardais dormir, me demandant comment il était possible que Fernando et Michel puissent vivre tranquillement, sachant qu'ils avaient abandonné cet enfant parfait. Durant toutes ces années, je n'ai reçu aucun appel de Fernando, ni pour l'anniversaire d'Esteban, ni à Noël, ni pour mon propre anniversaire. C'était comme si nous étions morts pour lui. Parfois, dans mes moments les plus faibles, je me demandais si j'avais fait le bon choix en gardant Esteban. Peut-être aurais-je dû le faire adopter par une jeune famille qui aurait pu lui donner tout ce que je ne pouvais pas. Mais ensuite, il me souriait ou disait « Mamie » de sa douce petite voix, et tous mes doutes s'envolaient. Cet enfant m'avait autant sauvé que je l'avais sauvé. Quand Esteban eut 3 ans, il commença à poser des questions sur ses parents. « Où est ma maman ? Où est mon papa ?» demandait-il avec ses grands yeux innocents. Au début, je ne savais pas quoi lui dire. Comment expliquer à un enfant de 3 ans que ses parents l'avaient abandonné parce qu'il ne rentrait pas dans leur plan ? J'ai décidé de mentir, mais pieusement. « Ta maman et ton papa ont dû partir très loin pour le travail, mon amour. Mais moi, je suis là avec toi, et je t'aime très fort. » Il sembla satisfait de cette explication pendant un temps,
Mais au fur et à mesure qu'il grandissait, les questions devinrent plus spécifiques, plus difficiles à répondre. Pourquoi les autres enfants ont-ils des photos avec leurs parents et pas moi? Pourquoi ma maman ne m'appelle jamais au téléphone? Vont-ils revenir un jour? Chaque question était comme un couteau dans mon cœur, non seulement à cause de la douleur que je voyais dans ses yeux, mais aussi à cause de la rage que je ressentais envers Fernando et Michel. Comment pouvaient-ils être si cruels? Comment pouvaient-ils vivre en sachant qu'il y avait un enfant dans le monde qui avait besoin d'eux et les cherchait? Quand Esteban eut 5 ans, je décidai de lui dire une version plus proche de la vérité. Mon amour, ta maman et ton papa étaient très jeunes quand tu es né. Ils n'étaient pas encore prêts à être parents. Alors ils m'ont demandé de prendre soin de toi jusqu'à ce qu'ils soient prêts. Quand vont-ils être prêts, mamie? Je ne sais pas, mon amour. Mais en attendant, toi et moi formons une famille parfaite, n'est-ce pas? Il hocha la tête et me serra dans ses bras. Mais je pouvais voir que ce n'était pas suffisant. Il avait besoin de plus de réponses, de plus de vérité. Mais comment dire à un enfant de 5 ans que ses parents l'avaient abandonné comme s'il était un déchet? Les années de l'école primaire furent financièrement dévastatrices. Les fournitures scolaires, les vêtements, les chaussures de sport dont il avait besoin pour l'éducation physique, les excursions scolaires. Tout coûtait de l'argent que je n'avais pas. Je travaillais 18 heures par jour entre la couture et le nettoyage des bureaux. Et malgré tout, parfois nous n'arrivions pas à joindre les deux bouts. Je me souviens d'un Noël, quand Esteban avait 7 ans. Tous les enfants de sa classe parlaient des cadeaux qu'ils allaient recevoir, des fêtes de famille, des voyages qu'ils feraient. Esteban rentra à la maison cet après-midi-là et me trouva en train de pleurer dans la cuisine. « Qu'est-ce qui t'arrive, mamie ?» J'avais 50 $ sur mon compte bancaire, 50 $ pour lui acheter des cadeaux de Noël, pour préparer un dîner spécial, pour lui offrir ne serait-ce qu'une petite partie de la magie que les autres enfants avaient. Rien, mon amour, je suis juste fatigué. Cette nuit-là, après qu'il se soit endormi, je fouillais mes affaires à la recherche de quelque chose que je pourrais vendre. Je trouvais mon alliance, le dernier souvenir physique que j'avais de Roberto. C'était une bague simple, mais en or véritable. Le lendemain, je la portai à un prêteur sur gage et j'en obtins 200 $. Avec cet argent, j'ai acheté des cadeaux pour Esteban, un vélo d'occasion que j'ai peint en bleu, quelques livres, des vêtements neufs. Son visage de joie le matin de Noël a fait que la vente de mon alliance en valait la peine. Mais cette nuit-là, tandis qu'il jouait avec ses nouveaux jouets, je me suis assis dans ma chambre et j'ai pleuré pour Robert, pour la vie que nous avions planifiée ensemble, pour le petit-fils qu'il ne connaîtrait jamais. Quand Étienne eut 10 ans, quelque chose changea en lui. Il devint plus silencieux, plus observateur. Un jour, il est rentré de l'école et m'a posé une question qui m'a paralysé. « Papy, mes parents m'ont abandonné. » Mon cœur s'est arrêté. Avait-il entendu quelque chose à l'école? Quelqu'un lui avait-il dit quelque chose? Pourquoi demandes-tu cela, mon chéri? Parce que Jimmy, dans ma classe, dit que les seuls enfants qui vivent avec leurs grands-parents sont ceux que leurs parents ne veulent pas. J'ai ressenti une rage si profonde que mes mains ont tremblé. Quel genre d'enfant dit cela? Quel genre de parent apprend à un enfant à blesser les autres de cette façon? Jimmy se trompe, Étienne. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les enfants vivent avec leurs grands-parents, et nous formons une famille parfaite, n'est-ce pas? Il a hoché la tête, mais j'ai pu voir que la graine du doute avait été semée. Cette nuit-là, j'ai décidé qu'il était temps qu'il en sache plus, n'est-ce pas? Étienne, viens ici. Je veux te raconter quelque chose d'important. Il s'est assis sur mes genoux, comme il l'avait fait des milliers de fois auparavant. Quand tu es né, ta maman et ton papa étaient très jeunes. Ils avaient peur de ne pas pouvoir bien s'occuper de toi, alors ils m'ont demandé de prendre soin de toi. Mais cela ne signifie pas qu'ils ne t'aiment pas, mon chéri. Cela signifie seulement qu'ils savaient que je t'aimerais énormément. C'était un mensonge, mais un mensonge nécessaire. Je ne pouvais pas détruire l'image qu'il avait de ses parents. Pas encore. Il était trop petit pour comprendre la cruauté des adultes. Vont-ils revenir un jour? Je ne sais pas, mon chéri,
Mais ce que je sais, c'est que je ne te quitterai jamais. Je serai toujours là avec toi. Pendant toutes ces années, j'ai conservé chaque lettre qui n'est jamais arrivée, chaque appel que nous n'avons pas reçu, chaque anniversaire que Fernando et Michel ont ignoré. J'ai tout documenté dans un cahier. Les dates, les dépenses, les mensonges que j'ai dû inventer pour protéger Étienne de la douleur de la vérité. J'ai aussi gardé de bonnes choses. Les excellentes notes d'Étienne, les dessins qu'il me faisait, les cartes de la fête des mères où il m'appelait le meilleur grand-père du monde. Ces cartes étaient mon trésor le plus précieux. Quand Étienne eut 12 ans, il commença à montrer une intelligence extraordinaire avec les ordinateurs. À l'école, il avait accès à Internet et rentrait à la maison en me racontant les pages web qu'il avait trouvées, les jeux qu'il avait créés, des choses que je ne comprenais pas, mais qui semblaient impressionnantes. « Papy, crois-tu qu'un jour je pourrais avoir mon propre ordinateur ?» Un ordinateur coûtait au moins 1000 euros. Je gagnais 300 euros par semaine avec tous mes emplois. Un ordinateur était un rêve impossible. Peut-être quand tu seras plus grand, mon chéri. Mais cette nuit-là, assis devant ma machine à coudre, j'ai pris une décision. Je commencerai à économiser chaque centime possible. Je travaillerai plus d'heures, dépenserai moins pour moi-même, ferai tout ce qu'il faudrait pour acheter cet ordinateur à Étienne. Il m'a fallu 2 ans pour économiser l'argent, travaillant jusqu'à 5 heures du matin certains jours, cousant des robes de soirée qui me rapportaient 30 euros chacune. Mais le jour de son 14e anniversaire, j'ai posé un ordinateur d'occasion sur la table de la cuisine. Les yeux d'Étienne se sont remplis de larmes. « Papy, comment as-tu trouvé l'argent ?»« En travaillant, mon chéri. Tout le travail en vaut la peine quand c'est pour toi. Cet ordinateur a changé nos vies. » Étienne a commencé à passer des heures à apprendre la programmation, le design web, des choses dont je n'avais jamais entendu parler. Il me parlait de ses projets avec une passion qui me rappelait Robert quand il parlait de ses rêves. « Papy, je serai riche un jour, » m'a-t-il dit une nuit quand il avait 15 ans. « J'achèterai une grande maison où nous pourrons vivre ensemble et tu n'auras plus jamais à travailler à nettoyer des bureaux. » J'ai ri, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui m'a fait croire que peut-être, juste peut-être, ce rêve deviendrait réalité. « Tout ce que je veux, c'est que tu sois heureux, mon chéri. L'argent n'importe pas. »« Pour moi, ça importe, » a-t-il dit avec un sérieux qui m'a surpris, « parce que je veux te donner tout ce que tu mérites. Je veux que tu aies la vie que tu aurais dû avoir. » Cette nuit-là, tandis qu'il travaillait sur son ordinateur jusqu'à très tard, je me suis assis dans ma chambre et j'ai pensé à Fernando et Michel. Pendant toutes ces années, je m'étais demandé s'ils regretteraient un jour, s'ils voudraient un jour connaître l'enfant extraordinaire qu'ils avaient abandonné. Je n'avais jamais imaginé que lorsqu'il finirait par apparaître, ce serait parce qu'Étienne avait réalisé exactement ce qu'il avait promis, devenir quelqu'un de réussi, et qu'il viendrait non pas avec des excuses, mais avec les mains tendues, espérant recevoir une partie de ce qu'il avait construit avec son intelligence et mon amour. Mais cette révélation était encore à venir. Pour l'instant, nous n'étions qu'un grand-père de 75 ans et son petit-fils de 16 ans, travaillant ensemble vers un avenir qui promettait d'être bien meilleur que notre passé rempli de larmes. Tout a changé quand Étienne a eu 18 ans. Au cours des 2 dernières années de lycée, Étienne avait travaillé en ligne, concevant des pages web pour de petites entreprises du quartier. Au début, c'étaient des projets simples qui lui rapportaient 50 ou 100 euros, argent qu'il insistait pour me donner afin d'aider aux dépenses de la maison. « Grand-père, tu n'as plus besoin de travailler autant, » me disait-il chaque fois que je rentrais après avoir nettoyé des bureaux. Je peux gagner assez d'argent pour nous deux. Mais je continuais à travailler. Je ne pouvais pas croire que mon petit-fils de 17 ans puisse subvenir aux besoins de toute une famille avec un ordinateur. De plus, travailler était la seule chose que j'avais connue pendant toutes ces années. C'était ma façon de me sentir utile, de contribuer à notre foyer. C'était un mardi matin de mai quand Étienne est entré en courant dans la cuisine, son ordinateur portable à la main. Ses yeux brillaient d'une émotion que je n'avais jamais vue auparavant. « Grand-père,
Assieds-toi. J'ai quelque chose à te montrer. Je me suis assis sur ma chaise habituelle, celle qui était devant la petite table où nous avions pris le petit déjeuner ensemble pendant 18 ans. Étienne a posé l'ordinateur devant moi et a montré des chiffres sur l'écran. Tu vois, c'est mon compte bancaire. J'ai regardé les chiffres, mais je ne comprenais pas ce qu'ils signifiaient. Il y avait tellement de zéros que j'ai cru à une erreur du système. Je ne comprends pas, mon chéri. Que signifient tous ces chiffres? Cela signifie que nous avons des millions d'euros, grand-père. J'ai cru qu'il me faisait une blague. J'ai ri et je lui ai tapoté la main. Ne dis pas de bêtises, Étienne. Personne ne gagne 2 millions d'euros en concevant des pages web. Son expression est devenue complètement sérieuse. Il a pris mes mains dans les siennes, ces mains dont je me souvenais quand elles étaient si petites qu'elles tenaient dans ma paume. Grand-père, ces 6 derniers mois, je n'ai pas simplement conçu des pages web. J'ai travaillé avec de grandes entreprises, créant des campagnes de marketing digital. La dernière campagne que j'ai faite pour une chaîne de restaurants a augmenté leurs ventes de 40%. Ils m'ont payé 500 000 euros juste pour cette campagne. Mon cœur s'est mis à battre très vite, non par l'émotion, mais par la peur. Était-ce réel? Était-il possible que mon petit-fils, le bébé que j'avais trouvé abandonné sur mon pas de porte, soit devenu millionnaire? Mais comment? Je n'y comprends rien. Étienne s'est levé et a commencé à marcher dans la petite cuisine avec l'énergie de quelqu'un qui a gardé un énorme secret. J'étudie le marketing digital depuis que j'ai 15 ans. Je ne me contente pas de concevoir des pages web, grand-père. J'analyse des données, je crée des stratégies de vente, j'aide les entreprises à atteindre plus de clients, et il s'avère que je suis très bon dans ce domaine. Je suis resté là, assis, essayant de traiter ce qu'il me disait. Mon petit-fils, qui avait grandi dans ce petit appartement, mangeant des haricots et du riz la plupart du temps parce que c'était tout ce que nous pouvions nous permettre, était millionnaire. Qu'allons-nous faire maintenant? Lui ai-je demandé. J'ai immédiatement réalisé à quel point cette question semblait stupide. Nous allons déménager, grand-père. Nous allons acheter une grande maison avec un jardin. Tu vas arrêter de travailler pour toujours. Je vais te donner tout ce que tu mérites. Cet après-midi-là, Étienne m'a emmené voir des maisons énormes, avec des jardins, plusieurs chambres, avec des cuisines plus grandes que tout notre appartement. Mais je me sentais perdu, effrayé. J'avais vécu dans la pauvreté si longtemps que je ne savais pas comment être riche. Étienne, c'est trop. Nous n'avons pas besoin de tout ça. Tu mérites tellement, grand-père. Tu mérites tout ça et plus encore. Nous avons choisi une maison à 2 étages dans un joli quartier, avec un jardin où je pourrais planter des fleurs comme je l'avais rêvé pendant des années. La maison coûtait 400 000 euros et Étienne l'a payée en espèces. En espèces. Je n'arrivais toujours pas à y croire. Le jour où nous avons déménagé, tandis que j'emballais mes quelques affaires, j'ai trouvé la boîte où j'avais gardé toutes les preuves de l'abandon d'Étienne. La note de Michel, les photos, les reçus médicaux, tout ce que j'avais documenté pendant 18 ans. Un instant, j'ai pensé à la jeter. À quoi bon garder des souvenirs si douloureux? Nous avions une nouvelle vie maintenant, une vie meilleure. Mais quelque chose m'a retenu. Quelque chose en moi me disait de garder cette boîte, que j'en aurais besoin un jour. J'ai rangé la boîte au fond de mon nouveau placard, sous les draps que je n'utilisais jamais. Les premiers mois dans la nouvelle maison furent comme un rêve. Étienne a installé son bureau à l'étage, et moi, j'avais enfin une cuisine où je pouvais lui préparer tous les repas que je n'avais pas pu me permettre pendant des années. Nous avons acheté une grande table où nous pouvions prendre le petit déjeuner ensemble en regardant le jardin. « Grand-père, m'a-t-il dit un matin pendant que nous déjeunions, je veux te demander quelque chose d'important. Dis-moi, mon chéri, crois-tu que je devrais un jour chercher mes parents? Maintenant que j'ai des ressources, je pourrais engager un détective privé pour les retrouver. » Mon cœur s'est serré. Pendant toutes ces années, j'avais redouté ce moment, le moment où Étienne déciderait de chercher Fernando et Michel. Pourquoi voudrais-tu faire ça, mon chéri? Je ne sais pas, par curiosité, je suppose.
J'aimerais savoir pourquoi ils m'ont abandonné. J'aimerais savoir s'ils ont déjà pensé à moi. Étienne, il y a des vérités qu'il vaut mieux ne pas connaître. Il m'a regardé avec ses yeux intelligents qui avaient vu tant de douleur dans ses premières années. Tu sais quelque chose que tu ne m'as pas dit? Je n'ai pas pu lui mentir. Pas après tout ce que nous avions traversé ensemble. J'en sais plus que ce que je t'ai raconté. Oui, comme quoi. J'ai soupiré profondément. Il avait déjà 18 ans. C'était un adulte. Il méritait de connaître la vérité. Étienne, tes parents ne m'ont pas demandé de prendre soin de toi. Ils t'ont abandonné à ma porte avec une note cruelle. J'ai gardé cette note pendant toutes ces années. Son visage a complètement changé. La joie matinale a disparu, remplacée par une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Un mélange de douleur, de confusion et de quelque chose d'autre, quelque chose de plus sombre. Ils m'ont abandonné comme un animal. Oui, mon chéri, mais cela n'a plus d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est que je t'aime, que je t'ai toujours aimé et que nous avons construit une belle famille ensemble. Étienne est resté silencieux pendant le reste du petit déjeuner. Cet après-midi-là, il s'est enfermé dans son bureau et n'en est sorti que très tard. Quand il est descendu dîner, il avait une expression déterminée qui m'a inquiété. « Grand-père, je veux voir cette note. »« Étienne, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je veux la voir. J'ai le droit de savoir exactement ce qu'ils ont dit de moi. » Cette nuit-là, je suis monté dans ma chambre et j'ai sorti la boîte du fond du placard. Mes mains tremblaient, tandis que je cherchais la note jaunie que j'avais gardée pendant 18 ans. Quand je l'ai donnée à Étienne, j'ai vu son visage se durcir tandis qu'il lisait les mots cruels de Michel. « Divertissement pour le vieux désœuvré », a-t-il lu à voix haute. C'est comme ça qu'ils m'ont appelé, un divertissement. Étienne. C'était il y a très longtemps. Ça n'a plus d'importance. Si, ça compte, grand-père. Ça compte parce que ça montre quel genre de personnes ils sont. Cette nuit-là, Étienne a travaillé très tard sur son ordinateur. Le lendemain matin, il m'a trouvé dans la cuisine avec un sourire étrange sur le visage. « Tu sais ce que j'ai fait hier soir, grand-père ? »« Qu'as-tu fait, mon chéri ? Je les ai trouvés. J'ai trouvé Fernando et Michel. » Mon cœur s'est arrêté. « Comment ? C'est facile quand on sait utiliser Internet. Ils vivent à Los Angeles. Fernando travaille dans l'immobilier. Michel a une boutique de vêtements. Ils ont une belle maison, 2 voitures neuves. Ils ont très bien vécu pendant toutes ces années. Je n'ai pas su quoi dire. Une partie de moi avait espéré qu'ils auraient subi les conséquences d'avoir abandonné Étienne, qu'ils auraient eu des difficultés financières, qu'ils auraient ressenti de la culpabilité, qu'ils auraient regretté leur décision. Mais apparemment, ils avaient prospéré. Qu'est-ce que tu vas faire de cette information ? Pour l'instant, rien. Je voulais juste savoir, mais je le connaissais bien. Je pouvais voir dans ses yeux qu'il tramait quelque chose. 3 semaines plus tard, un jeudi matin, j'étais en train d'arroser les fleurs de mon jardin quand j'ai entendu la sonnette. Je n'attendais personne. Étienne était dans son bureau en train de travailler et nous recevions rarement des visites. J'ai ouvert la porte et je suis resté paralysé. Michel se tenait à ma porte. Elle avait beaucoup changé en 18 ans. Ses cheveux blonds avaient maintenant des mèches argentées, elle avait des rides autour des yeux, elle paraissait plus âgée, mais c'était bien elle et elle n'était pas seule. À côté d'elle se tenait un homme en costume avec une mallette, clairement un avocat ou un notaire. Et derrière eux, avec un sourire nerveux, se trouvait Fernando, mon fils, le fils que je n'avais pas vu depuis 18 ans. « Bonjour Bernard », a dit Michel, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je crois qu'il est temps que nous parlions. » Fernando a évité mon regard. « Bonjour papa », a-t-il murmuré comme un enfant qui venait de casser quelque chose de précieux. « Que voulez-vous » ai-je demandé, bien qu'au fond de moi, je connaisse déjà la réponse. Michel s'est redressée, retrouvant la confiance qu'elle avait toujours eue. « Nous voulons parler d'Étienne, notre fils. » La façon dont elle a dit « notre fils » m'a donné la nausée. Pendant 18 ans, Étienne n'avait été que mon petit-fils, ma responsabilité, ma joie. Et maintenant,
Maintenant qu'il était prospère et riche, il redevenait soudain leur fils. « Vous n'avez pas le droit de l'appeler votre fils, » ai-je dit. Ma voix était plus ferme que je ne l'espérais. L'homme en costume s'est raclé la gorge. « Monsieur, je suis l'avocat Davis. Je représente la famille Gonzalez. Nous sommes ici pour discuter des droits parentaux et de la garde d'Étienne Gonzalez. » « Étienne Gonzalez. » ai-je répété, confus. « Son nom légal est Étienne Gonzalez, » a expliqué Michel. « Nous n'avons jamais changé son nom de famille, donc légalement, il reste notre fils. » À ce moment-là, Étienne est apparu derrière moi. Il avait entendu les voix et était descendu de son bureau. Quand il a vu Michel et Fernando, son expression est devenue froide comme la glace. « Alors, vous êtes mes parents ?» a-t-il dit d'une voix que je n'ai pas reconnue. Michel a immédiatement changé d'attitude, affichant un sourire maternel qui m'a semblé complètement faux. « Étienne, chéri, nous t'avons cherché pendant des années. Nous avons appris que tu as beaucoup de succès et nous sommes si fiers de toi. »« Fier ?» a répété Étienne. « Fier de quoi ? De m'avoir abandonné comme une ordure ?» Fernando a finalement parlé, sa voix tremblante. « Fils, nous étions très jeunes quand tu es né. Nous avons commis des erreurs, mais nous avons toujours pensé à toi. »« Vous avez toujours pensé à moi, » a dit Étienne avec un calme qui m'a effrayé. « Pourquoi avoir attendu jusqu'à maintenant pour me chercher ? Pourquoi avoir attendu que j'aie de l'argent ?» Michel et Fernando se sont regardés. Il était clair qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'Étienne soit aussi direct. L'avocat est de nouveau intervenu. « Messieurs, nous sommes ici pour discuter de termes raisonnables. Mes clients ne veulent pas causer de problème. Ils souhaitent simplement rétablir une relation avec leur fils et discuter de certains aspects légaux concernant son patrimoine. »« Aspects légaux concernant mon patrimoine ?» a demandé Étienne. « En tant que vos parents biologiques, » a expliqué l'avocat, « ils ont certains droits légaux, surtout étant donné qu'ils n'ont jamais formellement renoncé à l'autorité parentale. » C'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi ils étaient venus. Ils n'étaient pas là pour s'excuser. Ils n'étaient pas là pour rencontrer l'enfant extraordinaire qu'ils avaient abandonné. Ils étaient là pour son argent. Étienne devait être arrivé à la même conclusion, car il a souri. Mais c'était un sourire froid qui m'a donné des frissons. « Je comprends, » a-t-il dit. « Vous voulez de l'argent ? » ?»« Ce n'est pas une question d'argent, chérie, » a menti Michel. « C'est une question de famille. »« La famille, » a répété Étienne lentement. « Quel concept intéressant, venant de vous. » Puis il s'est tourné vers moi. « Grand-père, pourrais-tu apporter cette boîte que tu gardes dans ton placard ? Je pense que nos visiteurs devraient en voir le contenu. » Mon cœur s'est mis à battre très fort. Je savais exactement quelle boîte il voulait, et je savais que son contenu allait tout changer. Pendant que je montais les escaliers pour chercher la boîte, j'ai entendu Michel essayer de convaincre Étienne qu'ils avaient été des parents jeunes et immatures, mais qu'ils étaient maintenant prêts à être une vraie famille. Quand je suis redescendu avec la boîte, Étienne l'a ouverte calmement devant eux. Il en a sorti la note originale, les photos que j'avais prises le jour de l'abandon, les reçus médicaux que j'avais payés seul. « Reconnaissez-vous ceci ?» a-t-il demandé en montrant la note. Michel a pâli. Fernando s'est enfoncé dans sa chaise. « Divertissement pour le vieux désœuvré », a lu Étienne à voix haute. « C'était un de vos derniers mots pour moi pendant 18 ans. » L'avocat a pris la note et l'a examinée attentivement. Son expression est passée progressivement de la confiance à l'inquiétude. « C'est authentique ?» a-t-il demandé à ses clients. Michel et Fernando n'ont pas répondu. Étienne a souri de nouveau. Ce sourire froid qui m'inquiétait. « Maintenant, » a-t-il dit, « parlons de la famille. » Et j'ai su que quelque chose avait changé pour toujours chez mon petit-fils. L'innocence qu'il avait réussi à préserver pendant toutes ces années difficiles avait disparu. À sa place, il y avait quelque chose de plus dur, de plus calculé, quelque chose qui me faisait autant peur que de la fierté. La tension dans mon salon était si palpable qu'on aurait pu la couper au couteau. Michel et Fernando étaient restés complètement silencieux après qu'Étienne ait montré la note d'abandon. L'avocat examinait les documents avec une expression de plus en plus préoccupée.
Étienne s'est levé lentement et a marché vers la fenêtre qui donnait sur le jardin, ce jardin que nous avions planté ensemble quelques mois auparavant. Quand il s'est retourné vers eux, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une froideur que je n'avais jamais vue chez mon petit-fils. « Savez-vous ce qu'il y a de plus intéressant dans tout cela ?» a-t-il dit avec un calme qui m'a rendu nerveux. « Ce n'est pas que vous ayez attendu 18 ans pour me chercher, c'est la façon dont vous m'avez trouvé, précisément au moment parfait. » Michel a tenté d'interrompre, mais Étienne a levé la main pour la faire taire. « Au cours des 3 dernières semaines, depuis que je vous ai cherché sur Internet, j'ai fait des recherches. Savez-vous ce que j'ai découvert ?» Fernando a finalement parlé, sa voix tremblante. « Fils, je ne comprends pas de quoi tu parles. »« Ne m'appelle pas fils, » a dit Étienne avec une fermeté qui m'a surpris. « Les enfants ne sont pas abandonnés comme des ordures sur le seuil de porte des autres. » Il s'est dirigé vers son ordinateur portable qu'il avait apporté de son bureau et l'a ouvert devant tout le monde. « Michel, reconnaissez-vous ce compte Instagram ?» Sur l'écran est apparu un compte avec le nom d'utilisateur R. Michel Boutique. Michel est devenue visiblement nerveuse. « C'est mon compte de la boutique. Je ne vois pas ce que cela a à voir avec... » « Regardez les dates des recherches, » l'a interrompu Étienne. « Vous avez cherché mon nom sur Google pendant les 6 derniers mois. Étienne Gonzalez, marketing digital, jeune millionnaire. Toutes ces recherches sont documentées. » Michel a complètement pâli. Fernando l'a regardé avec une expression de confusion et d'horreur croissante. « J'ai aussi engagé un détective privé, » a continué Étienne. « Voulez-vous savoir ce qu'il a découvert sur vous ?» L'avocat s'est raclé la gorge, visiblement mal à l'aise. « Monsieur Gonzalez, je ne crois pas que ce soit nécessaire. »« Oh, je crois que c'est très nécessaire, » l'a interrompu Étienne. « Surtout parce que vous êtes venus ici avec des documents légaux parlant de droits parentaux. » Il a sorti un dossier épais de sous son ordinateur. « Fernando, » a-t-il dit en regardant directement mon fils, « ton entreprise immobilière est en faillite. Tu dois 200 000 € de prêts commerciaux que tu ne peux pas rembourser. Votre maison est en cours de saisie immobilière. » Fernando s'enfonça davantage dans son siège. « Comment sais-tu cela ?» demanda-t-il. « Parce que quand on a de l'argent, on peut tout découvrir, » répondit Étienne froidement. « Et Michel, ta boutique a perdu de l'argent ces 3 dernières années. Vous devez 5 000 € d'impôts impayés. » Michel tenta de garder son sang-froid, mais ses mains tremblaient visiblement. « Cela n'a rien à voir avec notre présence ici, » mentit-elle. « Nous sommes venus parce que nous voulons connaître notre fils. » Étienne rit, mais ce n'était pas un rire joyeux, c'était un rire froid, calculé. Leur fils. Pendant 18 ans, je n'ai pas été leur fils. J'étais le passe-temps du vieux désœuvré. Mais maintenant que j'ai de l'argent, je suis soudainement leur fils à nouveau. Il ouvrit un autre dossier. « Voulez-vous savoir ce que j'ai découvert d'autre, Michel ? Vous avez engagé un détective privé il y a 4 mois pour enquêter sur mon patrimoine. Vous avez dépensé 3 000 € que vous n'aviez pas pour savoir exactement combien valait mon entreprise. » Michel se leva brusquement. « C'est un mensonge! C'est un mensonge !» Étienne sortit un document du dossier. « Voici le contrat que vous avez signé avec les enquêtes privées Morrison. Daté du 15 janvier de cette année, vous avez payé avec une carte de crédit déjà à découvert. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Fernando regardait Michel avec une expression d'horreur croissante. « Michel, » murmura-t-il, « tu m'avais dit que tu avais lu un article sur Étienne dans un magazine. » Michel ne répondit pas. Son masque de mère préoccupé était tombé. Étienne continua, implacable. « Mais ce n'est pas tout. Le détective que vous avez engagé a aussi enquêté sur mon grand-père. Il voulait savoir s'il avait des droits légaux sur moi, s'il y avait eu une adoption formelle, s'il y avait un moyen pour vous de réclamer une partie de mon patrimoine. » Mon cœur se serra. Non seulement ils avaient abandonné Étienne, mais maintenant ils cherchaient des moyens de lui prendre ce qu'il avait travaillé si dur pour obtenir. Fernando se leva en chancelant. « Michel, est-ce vrai ?» murmura-t-il.
Nous avons planifié cela pendant des mois, Fernando, dit Michel. Elle tenta de lui prendre la main, mais il recula. Nous avons besoin d'argent. Nous sommes en train de tout perdre. C'est notre fils. Nous avons des droits. Nous n'avons aucun droit, cria Fernando soudainement, et nous fûmes tous saisis. Nous l'avons abandonné comme un déchet. Tu as écrit cette note horrible. Nous avons vécu 18 ans à faire comme s'il n'avait jamais existé. L'avocat se leva, manifestement désireux de quitter les lieux. « Je crois que nous devons reconsidérer notre stratégie légale, » murmura-t-il. « Il n'y a aucune stratégie légale à reconsidérer, » dit Étienne fermement. « Mais puisque vous êtes là, il y a quelque chose d'autre que je veux vous montrer. » Il sortit son téléphone et toucha l'écran. Soudain, la voix de Michel sortit des haut-parleurs du téléphone. « Non, Robert, tu dois comprendre que ce n'est pas une question d'enfant, c'est une question d'argent. Si ce gamin a vraiment 2 millions d'euros, nous en méritons une partie. Nous sommes ses parents biologiques. » C'était l'enregistrement d'un appel téléphonique. Michel devint blême. « Comment as-tu engagé le détective Robert Menendez pour m'enquêter ?» expliqua Étienne. « Ce que tu ne savais pas, c'est que Robert est le cousin de mon comptable. Quand il a commencé à poser des questions sur mon patrimoine, mon comptable m'a alerté. Robert m'a vendu tous les enregistrements de vos conversations pour 10 000 euros. » Michel chancela en arrière comme si elle avait reçu une gifle. Dans l'enregistrement, sa voix continuait. « Fernando est trop faible pour faire ce qu'il faut faire, mais pas moi. Je vais récupérer mon fils et je vais m'assurer que nous partagions sa fortune. Je me fiche de savoir si nous l'avons élevé ou non. L'argent, c'est l'argent. » Fernando s'effondra sur le canapé, le visage entre les mains. « Mon Dieu, Michel, qu'avons-nous fait ?» Mais Michel n'avait pas fini de tomber. Étienne toucha un autre fichier sur son téléphone. « Et celle-ci est ma préférée, » dit-il. Une conversation entre Michel et sa sœur Sandra du mois dernier. La voix de Michel remplit à nouveau la pièce. « Sandra, cet enfant que nous avons abandonné il y a des années vaut maintenant des millions. Des millions, Sandra. Tout ce que j'ai à faire, c'est de faire semblant que je me suis toujours soucié de lui et de réclamer mes droits maternels. Les avocats disent que j'ai de bonnes chances parce que nous n'avons jamais signé de document de renonciation. » La voix de Sandra répondait « Mais il ne va pas se rendre compte que tu ne veux que l'argent. C'est un enfant. » On entendit Michel rire. « Les enfants sont faciles à manipuler. Je lui dirai que je l'ai toujours aimé, que nous avons fait une erreur, que nous voulons être une famille, et si ça ne marche pas, j'ai des avocats. Les parents biologiques ont des droits, peu importe ce qu'ils ont fait avant. » Le silence qui suivit était si profond que je pouvais entendre les battements de mon propre cœur. Fernando se leva et s'approcha de Michel avec une expression que je n'avais jamais vue sur mon fils. « 18 ans, murmura-t-il. 18 ans que j'ai vécu avec la culpabilité d'avoir abandonné mon fils. Je me réveillais la nuit en me demandant s'il allait bien, s'il avait faim, s'il avait besoin de nous. Et toi, tu as tout planifié comme un vulgaire business. » Michel éclata finalement. « C'était un accident, Fernando. Nous n'avions pas prévu d'avoir un bébé. Cela a ruiné nos projets, mais maintenant, il peut être utile. » Utile. La voix d'Étienne était dangereusement basse. « Je suis utile maintenant. » Il s'approcha de Michel, et pour la première fois de ma vie, mon petit-fils me fit peur. « Pendant 18 ans, dit-il lentement, mon grand-père a travaillé 18 heures par jour pour subvenir à mes besoins. Il a vendu son alliance pour m'acheter des cadeaux de Noël. Il s'est tué à la tâche pour me donner une éducation, pour m'acheter mon premier ordinateur, pour s'assurer que je ne me sente jamais sans famille. » Michel recula. « Et vous, » continua Étienne, « vous avez vécu tranquillement à Los Angeles, construisant vos entreprises, prenant des vacances, faisant comme si je n'existais pas, jusqu'à ce que vous appreniez que j'avais de l'argent. » Fernando s'approcha de moi, les yeux pleins de larmes. « Papa, » murmura-t-il, « je ne savais pas que Michel avait planifié tout ça. Je pensais que nous avions simplement décidé que nous n'étions pas prêts à être parents. » « Fernando, dis-je doucement,
Tu as aussi signé cette note. Tu m'as aussi raccroché au nez quand je t'ai supplié de revenir. Mon fils s'effondra sur le canapé, comprenant enfin l'ampleur de ce qu'ils avaient refait. L'avocat rangea rapidement ses documents. « Je crois que mon travail est terminé ici », murmura-t-il en se dirigeant vers la porte. « Attendez, » dit Étienne. « Je veux que tout le monde entende autre chose. » Il sortit un autre document de son dossier. « Hier, j'ai signé des papiers légaux. Mon grand-père est maintenant officiellement mon tuteur légal et le bénéficiaire de mon testament. S'il m'arrive quelque chose, il reçoit tout, absolument tout. » Michel devint hystérique. « Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes tes parents. Nous avons des droits. » Étienne se tourna vers elle avec ce sourire froid à nouveau. « Des droits. Les seuls droits que vous aviez, vous les avez perdus il y a 18 ans, lorsque vous m'avez abandonné avec cette note cruelle. » Puis il s'adressa à l'avocat. « Et si vous ou n'importe quel autre avocat essayez de contester cela devant les tribunaux, je rendrai public tous ces enregistrements. Imaginez les titres. Parents cupides abandonnent leur bébé. Reviennent pour l'argent 18 ans plus tard. » L'avocat hocha rapidement la tête et quitta la maison presque en courant. Michel le suivit en criant quelque chose sur les droits parentaux et d'autres avocats. Mais Fernando resta assis sur mon canapé, pleurant comme un enfant. « Papa, » murmura-t-il, « pourras-tu me pardonner un jour ?» Je regardais mon fils, l'enfant que j'avais élevé, l'homme qui avait abandonné son propre bébé, et je ne sus quoi dire. Étienne répondit pour moi. « Le pardon est quelque chose qui se gagne, » dit-il, « et 18 ans d'abandon ne s'effacent pas avec des larmes. » Fernando se leva lentement et marcha vers la porte. Avant de sortir, il se tourna vers nous. « Vous avez raison, » dit-il d'une voix brisée. « Je ne mérite pas de pardon, mais je veux que vous sachiez que je ne cesserai jamais de regretter ce que j'ai fait. » Il partit, et nous restâmes seuls, Étienne et moi, dans la maison qu'il avait achetée avec son succès, entourés des vestiges d'une famille qui n'avait jamais vraiment existé. Cette nuit-là, tandis que nous dînions en silence, Étienne parla enfin. « Grand-père, penses-tu que j'ai été trop cruel avec eux ?» Je réfléchis attentivement avant de répondre. « Je crois que tu as montré exactement qui ils sont vraiment, et je crois qu'il était temps que le monde le sache. Mais au fond de mon cœur, je savais que quelque chose avait changé chez Étienne ce jour-là. L'innocence que j'avais protégée pendant toutes ces années difficiles s'était envolée pour toujours. À sa place était né quelque chose de plus dur, de plus calculé, quelque chose qui me donnait autant de fierté que de peur, car je savais que mon petit-fils n'était plus seulement une victime d'abandon. Il était maintenant quelqu'un avec le pouvoir de détruire ceux qui l'avaient blessé. Et quelque chose me disait que ce n'était que le début. Les jours suivants, la visite de Michel et Fernando furent étrangement calmes. Étienne retourna à sa routine de travail, mais quelque chose avait changé en lui. Je le voyais depuis la fenêtre de la cuisine alors qu'il marchait dans le jardin, parlant au téléphone lors de conversations qui semblaient très sérieuses. Quand je lui demandais de quoi il s'agissait, il me disait seulement qu'il réglait des affaires légales. Une semaine plus tard, le mercredi matin, la sonnette retentit. Cette fois, je m'attendais à retrouver Fernando ou Michel, mais c'était un coursier avec une épaisse enveloppe adressée à moi. « Qu'est-ce que c'est, mon chéri ?» demandai-je à Étienne quand il descendit de son bureau. Il sourit, mais c'était un sourire que je connaissais déjà. Ce sourire qui signifiait qu'il avait planifié quelque chose. « Ouvre-le, grand-père. » À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient des documents légaux. Je les lus lentement, mais il y avait des termes que je ne comprenais pas. « Étienne, dois-tu m'expliquer ce que signifient tous ces papiers ?» Il s'assit à mes côtés à la table de la cuisine, cette table où nous avions partagé tant de repas et de conversations pendant ces derniers mois heureux. « Ce sont des documents d'adoption officiels, grand-père. Documents qui te désignent comme mon père légal au lieu de mon tuteur et qui te donnent également le pouvoir légal de prendre des décisions concernant mon entreprise s'il m'arrive quelque chose. » Mon cœur s'accéléra. « Pourquoi ferais-tu cela ? Parce que tu es ma vraie famille.
Parce que pendant 18 ans, tu as été la seule personne au monde à m'aimer inconditionnellement. Et parce que je veux m'assurer que personne ne pourra plus jamais te faire de mal. Ce même après-midi, alors que je signais les documents au bureau de l'avocat, je ne pus m'empêcher de penser à Fernando. Malgré tout ce qui s'était passé, il restait mon fils, et j'avais vu quelque chose dans ses yeux le jour où il était venu avec Michel. Quelque chose qui me laissait penser que, peut-être, son repentir était sincère. Ce soir-là, pendant le dîner, je racontais à Étienne ce que je pensais. Mon chéri, je sais que Fernando a fait des choses terribles, mais c'est mon fils, et je crois qu'il regrette sincèrement ce qu'il a fait. Étienne cessa de manger et me regarda avec ses yeux qui paraissaient désormais bien plus vieux que ce qui correspondait à ses 18 ans. Grand-père, crois-tu vraiment que 20 minutes de larmes effacent 18 ans d'abandon? Non, bien sûr que non, mais je crois que les gens peuvent changer. Je crois qu'ils peuvent apprendre de leurs erreurs. Étienne soupira et prit ma main. Si tu veux donner une chance à Fernando, je le respecterai. Mais Michel est différente. Elle a tout planifié. C'est elle qui a cherché mon argent, qui a engagé le détective, qui a manipulé Fernando. Elle ne regrette rien, sauf d'avoir été découverte. 2 jours plus tard, Fernando apparut à notre porte. Cette fois, il était seul, sans Michel, sans avocat. Il avait l'air terrible. Ses vêtements étaient froissés, il avait de profondes cernes et avait perdu du poids. « Papa, dit-il quand j'ouvris la porte, pouvons-nous parler ?» Je levai les yeux, là où je savais qu'Étienne travaillait dans son bureau. Puis je regardai de nouveau Fernando. « Entre. » Il s'assit sur la même chaise que la semaine précédente, mais il paraissait maintenant plus petit, plus brisé. « Papa, Michel et moi sommes en train de divorcer. » Cela ne me surprit pas, mais cela ne me réjouit pas non plus. Un divorce signifiait que mon fils perdait une autre famille, une autre partie de sa vie. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que pendant toutes ces années, j'ai été marié à quelqu'un capable d'utiliser son propre enfant comme une opportunité d'affaires, et parce que je ne peux pas vivre avec moi-même en sachant ce que nous avons fait à Étienne. Fernando se pencha en avant, les mains sur le visage. Papa, pendant 18 ans, j'ai essayé de me convaincre que nous avions fait ce qu'il fallait, que nous étions trop jeunes, que nous n'étions pas prêts, qu'il était mieux pour l'enfant d'être avec toi. Mais ce sont des mensonges que je me suis racontés pour pouvoir dormir la nuit. J'entendis des pas dans les escaliers. Étienne était descendu et se tenait à l'entrée du salon, écoutant. Fernando le vit et se leva immédiatement. « Étienne, je ne m'attendais pas à te trouver ici. C'est ma maison, » répondit simplement Étienne. Fernando hocha la tête comme un enfant réprimandé. « Tu as raison. Tout ceci est à toi. Tu l'as construit sans notre aide, sans notre amour, sans rien de nous. » Il s'approcha lentement d'Étienne. « Mon fils, je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit, mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. Pas un seul jour de ces 18 ans ne s'est écoulé sans que je pense à toi. Je n'ai jamais cessé de me demander si tu allais bien, si tu étais heureux, si tu nous manquais, si tu pensais vraiment à moi, » dit Étienne avec cette voix contrôlée que je connaissais maintenant si bien. « Pourquoi n'es-tu jamais venu me voir? Pourquoi n'as-tu jamais appelé? Pourquoi as-tu attendu que j'aie de l'argent ?» Fernando se laissa retomber dans sa chaise. « Parce que je suis un lâche. Parce que chaque année qui passait, il devenait plus difficile d'expliquer pourquoi j'avais tant attendu. Parce que j'avais peur que tu me haïsses. »« Je te hais, » dit Étienne sans émotion, « mais pas autant que je hais Michel. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une sentence. Fernando hocha lentement la tête. « Je comprends et je l'accepte. » Puis il se tourna vers moi. « Papa, je suis venu te dire que je vais vendre tout ce que je possède et te donner l'argent. Ce n'est pas grand-chose après avoir payé les dettes, peut-être 1 000 euros. Je sais que cela ne compense pas une fraction de ce que tu as dépensé pour élever Étienne, mais c'est tout ce que j'ai. Fernando, dis-je doucement, je n'ai pas besoin de ton argent, mais moi,
J'ai besoin de te le donner. C'est la seule chose que je peux faire pour commencer à payer mes erreurs. Étienne parla soudainement. Nous ne voulons pas ton argent. Fernando le regarda avec espoir, comme si cela signifiait peut-être le pardon. Mais Étienne continua. Il y a quelque chose que je veux de toi, quoi que ce soit. Je veux que tu signes des documents renonçant officiellement à tout droit parental sur moi pour toujours, sans possibilité de changer d'avis à l'avenir. Fernando pâlit, mais hocha la tête. Bien sûr, tu as raison. Je ne mérite pas d'être appelé ton père, et je veux que tu témoignes contre Michel si elle tente de me poursuivre en justice pour de l'argent à l'avenir. Je ferai ce que tu me demanderas. Étienne étudia Fernando pendant un long moment. Puis, à ma surprise, son expression s'adoucit légèrement. Fernando dit, et je remarquai qu'il ne m'avait pas appelé papa, mais qu'il n'avait pas non plus utilisé ce ton froid d'avant. Si tu regrettes vraiment ce que tu as fait, si tu veux réellement changer, il y a quelque chose que tu peux faire. Dis-moi, y a-t-il d'autres enfants comme moi? Des enfants abandonnés, des enfants en foyer temporaire, des enfants qui ont besoin de famille. Si tu veux vraiment te racheter, consacre ta vie à les aider. Fernando resta silencieux un long moment. Quand il parla enfin, sa voix n'était qu'un murmure. « Crois-tu qu'un jour tu pourras me pardonner ?» Étienne y réfléchit attentivement avant de répondre. « Je ne sais pas, dit-il, mais je crois que si tu travailles à aider d'autres enfants, peut-être qu'un jour tu pourras te pardonner à toi-même. » Fernando se leva pour partir. Sur le pas de la porte, il se tourna vers moi. « Papa, merci d'avoir élevé l'homme extraordinaire qu'il est devenu. Je regrette d'avoir perdu l'occasion de le connaître en grandissant. » Après son départ, Étienne et moi sommes restés assis en silence un long moment. « Crois-tu qu'il ait vraiment changé ?» lui demandai-je. « Je crois qu'il veut changer. C'est plus que ce que je peux dire de Michel. » Comme si elle avait entendu son nom, le téléphone sonna. C'était Michel. Étienne répondit et mit le haut-parleur. « Étienne, il faut qu'on parle. Fernando est devenu fou. Il parle de divorcer, de tout vendre. C'est ridicule. Nous pouvons régler ça comme des adultes. »« Comme des adultes ?» répéta Étienne. « Tu parles de la façon adulte dont tu m'as abandonné quand j'étais bébé ?»« Étienne, c'était il y a longtemps. Tu dois passer à autre chose. Je suis ta mère. J'ai des droits. Tu n'as aucun droit. Voyons ce que les tribunaux en diront. » Étienne sourit, ce sourire qui me donnait maintenant des frissons. « Michel, tu te souviens que je t'avais dit que j'avais engagé un détective privé ?» Silence de l'autre côté de la ligne. « Eh bien, il a découvert quelque chose de très intéressant. Il s'avère que toi et Fernando n'étiez pas si jeunes et immatures que tu l'as prétendu. Vous aviez 22 et 20 ans, respectivement, et vous aviez planifié de vous débarrasser de moi avant même ma naissance. » C'est un mensonge. C'est un mensonge. Mon enquêteur a trouvé des emails entre toi et ta sœur datant de ta grossesse. Des emails où vous discutiez des options pour vous débarrasser du bébé, où vous planifiez de m'abandonner chez mon grand-père parce que, et je cite textuellement, « le vieux est seul et a besoin de s'occuper ». Le silence de l'autre côté s'épaissit. Il a également trouvé des dossiers médicaux montrant que tu avais sérieusement envisagé de me faire adopter. Mais tu as décidé de m'abandonner chez mon grand-père à la place parce que tu ne voulais pas t'occuper des formalités légales. Étienne, je n'ai pas fini. Mon enquêteur a également découvert qu'au cours des 5 dernières années, tu as raconté aux gens à Los Angeles que tu avais un fils qui vivait avec son grand-père malade, mais que tu avais l'intention de le faire venir vivre avec toi lorsque le grand-père mourrait. Mon sang se glaça. Quoi? Oui, grand-père. Michel a utilisé mon existence pour s'attirer la sympathie de ses amis, prétendant être une mère sacrifiée qui a dû laisser son fils à son beau-père malade. La voix de Michel parvint par le téléphone, plus désespérée. « Étienne, nous pouvons résoudre cela. Tu n'as pas besoin de rendre cela public. Nous pouvons trouver un accord. Un accord comme l'accord de m'abandonner sur un pas de porte avec une note cruelle. J'étais jeune. J'ai fait une erreur. Ce n'était pas une erreur, Michel. C'était une décision calculée. Et maintenant,
Tu vas vivre avec les conséquences. Étienne raccrocha le téléphone et se tourna vers moi. Grand-père, demain, je vais faire quelque chose qui va tout changer. Je vais rendre public tout ce que j'ai découvert sur Michel et Fernando. Mon cœur s'accéléra. Que veux-tu dire? Je vais créer un site web racontant toute l'histoire avec des documents, des enregistrements, des preuves. Je veux que le monde sache quelle sorte de personne abandonne son propre bébé et revient 18 ans plus tard à la recherche d'argent. Étienne, ne penses-tu pas que c'est aller trop loin? Mon petit-fils me prit les mains et me regarda avec une intensité qui m'effraya. Grand-père, pendant 18 ans, tu as porté seul le poids de m'élever. Tu as travaillé jusqu'à l'épuisement pour me donner une vie digne. Tu as vendu tes biens les plus précieux pour m'acheter des cadeaux. Tu t'es sacrifié de manière que je ne peux même pas imaginer. Ses yeux se remplirent de larmes, mais sa voix resta ferme. Et eux, ils ont vécu confortablement, ont bâti leurs entreprises, se sont amusés sans la moindre once de responsabilité ou de culpabilité. Mais plus que ça, Michel veut maintenant s'approprier le mérite de l'homme que je suis devenu. Mon amour, non, grand-père. Il est temps que le monde sache la vérité. Il est temps qu'ils paient le prix de ce qu'ils ont fait. Ce soir-là, tandis qu'Étienne travaillait tard sur son ordinateur, je restais éveillé, me demandant « Était-ce vraiment ce que nous voulions? Une vengeance publique? Ou avions-nous déjà gagné en ayant une vraie famille pleine d'amour sincère ?» Mais quand je me suis rappelé la note cruelle que Michel avait laissée, quand j'ai repensé à toutes ces années de solitude et de pauvreté, quand j'ai songé à la façon dont ils étaient intervenus avec un avocat, non pas pour s'excuser, mais pour soutirer de l'argent, j'ai su qu'Étienne avait raison. Certaines trahisons sont trop profondes pour être pardonnées, et certaines personnes doivent faire face aux conséquences de leurs actes, peu importe le nombre d'années passées. Michel avait semé la cruauté. Il était temps qu'elle récolte la justice. Le site web qu'Étienne avait créé s'appelait lavéritédétienne.com et il devint viral en moins de 24 heures. Il avait tout documenté méticuleusement. La note originale de l'abandon, les enregistrements de Michel avouant ses véritables intentions, les courriels où elle planifiait de m'abandonner, même des photos des reçus médicaux que j'avais payés seul durant toutes ces années. Mais le plus puissant sur le site, ce n'étaient pas les documents légaux ni les preuves. C'était la lettre qu'Étienne avait écrite, adressée non seulement à Michel et Fernando, mais à toute personne ayant abandonné un enfant et voulant ensuite s'attribuer le mérite de son succès. La lettre disait « Je m'appelle Étienne Gonzalez. Quand j'avais 1 semaine, j'ai été abandonné sur le pas de la porte de mon grand-père avec une note qui me qualifiait de divertissement pour le vieux désœuvré. Pendant 18 ans, cet homme extraordinaire m'a élevé avec amour, sacrifice et dignité, tandis que mes parents biologiques menaient leur vie en feignant mon inexistence. Maintenant, je suis millionnaire et soudain, ils veulent redevenir ma famille. Voici ma réponse. En 48 heures, l'histoire avait été couverte par 3 chaînes de télévision locales et 2 nationales. Les commentaires sur le site web avaient dépassé les 10 000, la plupart soutenant Étienne et condamnant Michel et Fernando. Le vendredi matin, alors que nous prenions le café dans notre jardin, Étienne reçut un appel de l'avocat de Michel. « Monsieur Gonzalez, ma cliente souhaite parvenir à un accord. Elle est prête à signer des documents renonçant à toute revendication sur vous ou votre patrimoine en échange du retrait du site web. » Étienne me regarda et sourit. Non pas le sourire froid que j'avais vu jusqu'alors, mais un sourire authentique. Dites à votre cliente qu'aucun accord n'est possible. Le site web reste, la vérité reste, et elle devra vivre avec les conséquences de ses actes pour le reste de sa vie. Il raccrocha et me prit la main. Grand-père, il y a quelque chose d'autre que je veux faire. Il me conduisit à son bureau, où des papiers étaient éparpillés sur le bureau. J'ai travaillé là-dessus ces dernières semaines. Je veux créer une fondation en ton honneur, la Fondation Bernard Gonzalez pour les enfants abandonnés. Mon cœur s'arrêta. Une fondation qui aiderait les grands-parents
et les autres membres de la famille qui élèvent des enfants abandonnés par leurs parents, qui leur apporterait un soutien financier, juridique et émotionnel, qui veillerait à ce qu'aucun grand-père n'ait à travailler 18 heures par jour pour subvenir aux besoins de son petit-fils, comme tu l'as fait. Mes yeux se remplirent de larmes, non de tristesse, mais de fierté. Mon petit-fils, le bébé que j'avais trouvé abandonné sur mon seuil, avait grandi pour devenir quelqu'un qui voulait aider d'autres personnes ayant traversé la même épreuve que nous. Étienne, c'est magnifique, mais cela n'a pas besoin de porter mon nom. Si, ça doit le porter, parce que tu es le héros de cette histoire, grand-père. C'est toi qui m'as sauvé. Ce soir-là, tandis qu'Étienne travaillait sur les documents de la Fondation, je reçus un appel inattendu. C'était Fernando. Papa, tu as vu les nouvelles? Quelles nouvelles? Michel a été arrêté ce matin pour fraude fiscale. Il semble que l'administration fiscale enquêtait sur sa boutique pour évasion fiscale. Avec toute l'attention médiatique suscitée par le site web d'Étienne, ils ont décidé d'agir. Je ne savais pas comment me sentir à ce sujet. Michel avait été cruel avec moi et avec Étienne, mais la voir complètement détruite ne me procurait pas la satisfaction que j'avais espérée. Et toi, Fernando, comment vas-tu? Je vais bien, papa. Mieux que je ne l'ai été depuis des années, en fait. Hier, j'ai signé les papiers du divorce et je me suis aussi engagé comme bénévole dans un foyer pour enfants orphelins. Mon cœur s'accéléra. Sérieusement, Étienne avait raison. Si je veux vraiment changer, si je veux vraiment me racheter de ce que j'ai fait, je dois consacrer ma vie à aider des enfants qui sont dans la situation où il s'est trouvé. Pour la première fois en 18 ans, j'entendis dans la voix de mon fils quelque chose qui m'avait manqué, l'espoir. « Crois-tu qu'Étienne me pardonnera un jour ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas, mon amour, mais je crois que si tu continues sur cette voie, tu pourras peut-être un jour te pardonner à toi-même. Et c'est le plus important. » Une semaine plus tard, la Fondation Bernard Gonzalez pour les enfants abandonnés fut officiellement établie avec une dotation initiale de 500 000 euros. Étienne avait engagé une équipe de travailleurs sociaux, d'avocats et de psychologues pour aider les familles dans des situations similaires à la nôtre. Le jour de l'inauguration, il m'a demandé de faire un discours. Je me suis tenu devant une salle remplie de reporters, de travailleurs sociaux et de familles qui avaient été aidées par la Fondation et, pour la première fois de ma vie, je me suis senti véritablement important. « Mon nom est Bernard Gonzalez », commençai-je d'une voix tremblante. « Il y a 18 ans, j'ai trouvé un bébé abandonné sur le pas de ma porte. Ce bébé est devenu le but de ma vie, ma plus grande joie, ma vraie famille. » J'ai regardé Étienne, qui était assis au premier rang, les larmes aux yeux. Élever mon petit-fils n'a pas été facile. Il y a eu des nuits où je ne savais pas comment j'allais payer le loyer. Il y a eu des jours où j'ai travaillé jusqu'à l'épuisement. Il y a eu des moments où je me suis demandé si je faisais ce qu'il fallait. Je me suis arrêté et j'ai respiré profondément. Mais chaque sourire d'Étienne, chaque accolade, chaque réussite qu'il atteignait, me rappelait que le véritable amour ne se résume pas au confort ou à la commodité. Il s'agit de sacrifice, d'engagement, d'être présent quand les autres ne le sont pas. L'auditoire était complètement silencieux. Aujourd'hui, cette fondation porte mon nom, mais il ne s'agit pas vraiment de moi. Il s'agit de tous les grands-parents, tantes, oncles et membres de la famille qui ont pris le relais lorsque les parents biologiques n'ont pas pu ou n'ont pas voulu le faire. Il s'agit des enfants qui méritent un amour inconditionnel, quelles que soient les circonstances de leur naissance. Quand j'ai terminé le discours, toute la salle s'est levée et a applaudi. Mais la seule chose qui comptait pour moi était de voir Étienne sourire d'un bonheur sincère. 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre inattendue. Elle provenait d'une femme nommée Rosa Martinez de Phoenix, en Arizona. « Cher Monsieur Gonzalez », commençait la lettre, « j'ai lu votre histoire en ligne et je voulais vous écrire pour vous remercier. Il y a 2 ans, ma fille a abandonné son bébé avec moi, de la même manière qu'on a abandonné Étienne avec vous. J'ai élevé ma petite fille seule, en occupant 2 emplois, me sentant abandonné par le monde.
J'ai continué à lire, le cœur battant. Quand j'ai lu l'histoire de votre fondation, j'ai fait une demande d'aide. Nous n'avons pas seulement reçu une assistance financière, mais aussi un soutien émotionnel et juridique. Ma petite fille a maintenant 3 ans et s'épanouit. Mais plus important encore, je ne me sens plus seul dans cette bataille. Je voulais que vous sachiez que votre histoire m'a donné de l'espoir dans mes moments les plus sombres. Elle m'a montré qu'il est possible d'élever un enfant abandonné et de le voir grandir pour devenir quelqu'un d'extraordinaire. Votre petit-fils a de la chance de vous avoir, mais vous êtes aussi chanceux de l'avoir. Quand j'ai terminé de lire la lettre, je me suis assis dans mon jardin et j'ai pleuré, mais pas de tristesse. J'ai pleuré de gratitude, d'accomplissement, de pure joie. Cette année-là, la Fondation Bernard Gonzalez a aidé 200 familles dans des situations similaires à la nôtre. Étienne était devenu non seulement un entrepreneur à succès, mais aussi un philanthrope dévoué à s'assurer qu'aucun enfant n'aurait à grandir en se sentant abandonné. Quant à Michel, après son arrestation pour fraude fiscale, elle a perdu sa boutique et a dû déclarer faillite. Les journaux ont couvert sa chute autant qu'ils avaient recouvert l'histoire d'Étienne. Mais nous n'y avons pas prêté attention. Nous avions tourné la page. Fernando a continué à travailler au foyer pour enfants orphelins. Tous les quelques mois, il m'envoyait des photos des enfants avec lesquels il travaillait, ainsi que des mises à jour sur les programmes qu'il développait pour les aider. Il n'a jamais demandé à voir Étienne, n'a plus jamais demandé pardon. Il travaillait simplement en silence pour se racheter. Une nuit, 2 ans après le jour où Michel et Fernando étaient apparus à notre porte, Étienne et moi dînions dans notre cuisine quand il m'a posé une question inattendue. « Grand-père, as-tu déjà regretté d'être resté avec moi ?» Je l'ai regardé, surpris. « Comment peux-tu me demander ça ? Parce que ta vie aurait été plus facile sans moi. Tu aurais eu une vieillesse tranquille, sans soucis financiers, sans la responsabilité d'élever un enfant. » Je me suis levé de ma chaise et j'ai contourné la table pour l'embrasser. « Étienne Gonzalez, dis-je fermement, tu n'as pas ruiné ma vie. Tu lui as donné un sens. Avant ton arrivée, j'étais un veuf solitaire qui vivait chaque jour de la même manière que le précédent. Tu m'as donné un but, de la joie, de l'amour. Mais tu as travaillé si dur. J'ai travaillé dur parce que tu en valais la peine, parce que chaque sacrifice que j'ai fait a abouti à l'homme extraordinaire que tu es aujourd'hui. Nous nous sommes serrés dans cette cuisine, dans la maison qu'il avait achetée pour nous, entourés par l'amour que nous avions construit au cours de 18 années de lutte et de dévouement. « Grand-père, murmura-t-il, merci de m'avoir sauvé. »« Merci de m'avoir sauvé aussi, mon amour. » À ce moment-là, j'ai su que nous avions gagné, non pas parce que nous avions détruit Michel et Fernando, mais parce que nous avions construit quelque chose de magnifique ensemble. Une vraie famille basée sur l'amour véritable, le sacrifice mutuel et le respect authentique. La note cruelle que Michel avait laissée 18 ans auparavant affirmait que j'étais un vieux désœuvré, qui avait besoin de divertissement, mais elle s'était complètement trompée. Je n'avais pas besoin de divertissement. J'avais besoin d'un but, d'amour, d'une raison de me lever chaque matin avec espoir. Étienne m'avait donné tout cela et bien plus encore. Tandis que j'écris ces mots, 5 ans après que tout a commencé, je peux affirmer avec certitude que nous avons fait ce qu'il fallait. La Fondation Bernard Gonzalez a aidé plus de 1000 familles. Étienne a épousé une femme merveilleuse qui comprend notre histoire et respecte notre lien. Et moi, à 73 ans, je peux enfin dire que j'ai vécu une vie pleine de sens. Parfois, la famille que l'on choisit est plus forte que celle dans laquelle on est. Parfois, l'amour que l'on construit est plus durable que l'amour que l'on hérite. Et parfois, quand le monde vous abandonne, on découvre la force de bâtir un monde nouveau, meilleur, rempli de tout l'amour que l'on mérite. C'est là le véritable héritage qu'Étienne et moi, nous sommes mutuellement laissés. La certitude que le véritable amour trouve toujours le moyen de triompher, quelles que soient les difficultés. La note d'abandon que j'ai conservée tant d'années est désormais encadrée dans le bureau de la Fondation. Non pas comme un rappel de douleur, mais comme un témoignage que même les débuts les plus cruels
peuvent se transformer en belles fins lorsqu'il y a de l'amour véritable. Michel pensait qu'elle se débarrassait d'un bébé non désiré. En réalité, elle nous offrait le cadeau le plus précieux que nous aurions pu imaginer, l'opportunité de bâtir une famille fondée sur un amour authentique et non sur l'obligation ou la commodité. C'est pourquoi, aussi étrange que cela puisse paraître, je remercie parfois Michel d'avoir abandonné Étienne à ma porte, car cet acte cruel a donné lieu aux 18 années les plus significatives et les plus remplies d'amour de mon existence. La justice ne se manifeste pas toujours sous la forme que nous attendons. Parfois, la meilleure des vengeances est simplement de vivre une vie pleine et heureuse, entourée des personnes qui vous aiment vraiment. Et c'est exactement ce que nous avons fait.